Tu vois, Sylvie, moi, je me dis que les gens, ils ont raison parfois. Ben non, je vois pas. Oh bah si, des fois, ils ont raison. Mais Tu vois, des fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir un ange et un démon qui me chuchotent à l'oreille. un ange et un démon. Mhm. Mais attends, Ange et démon, c'est un film, ça? C'est un film avec Tom Hanks. Tu veux dire qu'il y a Tom Hanks qui vient te murmurer dans l'oreille des choses? Hmm. Non, non, c'est pas de ça que je voulais te parler. Non, tu vois, des fois, ben, par exemple, l'autre jour, Oui. j'avais envie de tout envoyer valser. J'avais envie de partir, rejoindre mon fils qui fait son tour du monde, de le rejoindre en Australie. Et là, une petite voix qui se met à murmurer là. Oui, tu as plein de responsabilités, bla bla bla, tu peux pas partir. vois. Et puis là, une autre voix. Ah, Mais ouais. oui, pars, on n'a qu'une seule vie, vas-y. Ah Et oui, et non, Ouais, et oui, et non. je vois crois que je vois bien, oui. Ouais. Hmm. Tu sais que ça ferait un super cas d'école pour Neuro-Marseille, ça? Les chercheurs de Neuro-Marseille. Tu veux dire qu'à connais Neuro... Non, pas du tout. Ah. Tu veux dire qu'à Neuro-Marseille, il y a des chercheurs qui étudient les anges et les démons sur les épaules des gens. C'est pas tout à fait ça. Mais Ah, ça me rassure. je vois le directeur de Neuro-Marseille et la directrice de Neuroschool. On va peut-être leur demander qu'ils nous expliquent un petit Ah oui, peu. je veux bien des explications, oui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et avant de vous donner une explication sur l'ange, le démon, je vous laisse deviner qui est l'ange, qui est le démon. Je me dois de remercier nos tutelles qui vous permettent à tous et à nous d'être ici et à Neuro-Marseille d'exister. Alors, aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir Aurore Biancarelli dans l'assistance. Elle est adjointe à la mairie de Marseille. Elle est chargée de la recherche, de la vie étudiante et des relations avec l'université. Je me dois aussi de remercier, avant de discuter, Aix-Marseille Université et sa présidence, l'APHM, donc les assistances publiques hôpitaux de Marseille, et puis Aix-Marseille, encore une fois, le volant formation, et Amidex, la formation Amidex qui nous finance. Alors ce soir, je suis ravi d'être avec vous pour cette soirée exceptionnelle, je n'en doute pas, qui est dédiée à la compréhension du cerveau, et comme elles vous l'ont dit, l'histoire, qu'est-ce qui se passe, quelle est la ligne de crête sur laquelle on doit naviguer entre raison et sentiment à chaque instant de notre vie. Alors l'Institut Neuro-Marseille Neuroschool représenté par Anne, est un institut d'établissement d'Aix-Marseille Université. Alors il est financé, comme je l'ai dit, par la Fondation Amidex et aussi par l'Agence nationale de la recherche. Notre mission, elle est multiple et on pourrait la résumer de manière un peu snob en disant que c'est de promouvoir l'interdisciplinarité. Je me suis entraîné tout l'après-midi pour dire ça en public sans trop bafouiller, et l'innovation dans le domaine des neurosciences. Alors pourquoi c'est important Neuro-Marseille? Parce que vous le savez peut-être, mais Neuro-Marseille, c'est la deuxième communauté de neurosciences de France. Alors les premiers, c'est Paris, mais nous, on sera toujours les premiers pour les Neurostories. Et de toute façon, vous êtes tous Marseillais, donc Marseillais à jamais premier. Alors on est les premiers parce qu'on est 1000 chercheurs et chercheuses. C'est une communauté qui ressemble donc des chercheurs, des chercheuses, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens et du personnel administratif. Et bien sûr des étudiants. On a de nombreux étudiants qui sont impliqués et répartis, y compris dans nos laboratoires de recherche. On a 8 unités de recherche qui représentent environ 70 équipes dans lesquelles nos étudiants apprennent à réfléchir et à découvrir les neurosciences. En gros, ça représente, on a constitué une école qui va du L3 au doctorat, donc L3 master doctorat. Ils sont 350 étudiants au total, ce qui est une communauté aussi d'étudiants extrêmement grande et donc aussi certainement la deuxième de France, avec une particularité, il n'y a qu'à Marseille qu'il y a un L3 neurosciences. Toujours les premiers. Toujours les premiers. Donc, on forme nos étudiants, on leur présente bien sûr les neurosciences, mais bien d'autres choses encore. Le but général, donc, c'est d'accroître la visibilité de la communauté neuro-marseillaise et l'attractivité de nos laboratoires et de l'université en général. Ça a pour but quand même de créer des liens profonds entre le monde de la clinique, parce qu'il y a une très grosse structuration en clinique à Marseille, en particulier le pôle neurosciences, mais tous les autres. Et puis aussi, il y a un tissu industriel avec lequel on essaye de collaborer au maximum,
Parce que vous le savez peut-être, mais il y a de nombreuses startups et entreprises dédiées aux neurosciences sur la région marseillaise. Donc, grosso modo, on a aussi décidé, avec la nouvelle direction de Neuro-Marseille, de créer des centres d'excellence thématiques pour qu'on puisse se positionner, nous, les Marseillais, au niveau national, dans les grands projets structurants et les projets internationaux. Et en plus de former les chercheurs de demain, on propose à nos étudiants de nombreuses formations complémentaires, beaucoup de mobilité internationale, nos étudiants voyagent beaucoup, et tout ça dans l'idée d'améliorer leur insertion professionnelle et leur faciliter l'insertion professionnelle dans le monde socio-économique en général. Passez une belle soirée. Ben dis donc, je ne savais pas tout ça. Tu vois? Et attends, c'est pas tout, hein. C'est aussi d'autres choses. Mais oui, Neuro-Marseille, c'est un groupe de passionnés qui organise depuis 6 ans ces Neurostories pour répondre à notre objectif de diffuser les savoirs, vulgariser la science, alors de façon ludique, de façon accessible mais qualitative. Et c'est le public des années précédentes sur nos réseaux sociaux qui a choisi le thème de ce soir. Et ce thème, c'est entre raison et sentiment, mon cerveau balance. Mais quelle coïncidence! C'est N'est-ce génial! pas? Je vais pouvoir en savoir plus sur mes 2 amis imaginaires. Passez une bonne soirée. Que le spectacle commence. Bonne soirée. Mais tu vois qu'il va pas bien. Je savais qu'il fallait pas t'écouter. Pourquoi tu lui as dit de reprendre 3 fois de la bûche? Mais c'est Noël, il faut profiter. Mais ça fait 1 mois que c'est plus Noël. Et il a mis 1 mois pour s'en remettre. Oui. Mais on prépare la chandeleur. Et ça, c'est pas facile, hein. Il faut bien travailler. On peut pas passer notre vie à manger du gras et du sucre tous les jours. Alors, les gras, c'est la vie. Arrête, non. Là, on va faire 1 semaine de courgettes, courgettes, courgettes. Courgettes, courgettes, courgettes. Très bonne idée. Et après, 1 semaine de carottes, carottes, carottes. Ah, pour une fois que t'as une bonne idée? Dans la vie, il faut choisir entre les carottes et les chocolats. Carottes, carottes, mes carottes, elles sont bonnes. Chocolat, mon chocolat est délicieux. Allez-y, monsieur, servez-vous, c'est gratuit. Sauf faire par les Neurostories. Allez-y. Allez-y. Il veut pas. Allez-y, madame, allez-y, vous pouvez prendre le chocolat, les carottes. Allez, allez. Personne ne veut. À cette heure-là, je pensais que vous alliez avoir faim. Allez, allez, un peu de chocolat, des carottes, allez. Je vous dis, c'est gratuit, c'est les Neurostories qui offrent. Allez-y, allez-y. Vous voulez, madame? Non, vous voulez pas? Oh, tant pis. Allez-y ici. Oh, devant, ils vont avoir faim. Personne n'a pris les carottes. Hein. Carottes, chocolat. Alors, vous voyez, la dame ici présente a plutôt choisi le chocolat et pas les carottes. Pourquoi? Alors, elle dit qu'elle est gourmande. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont gourmandes? Par applaudissement dans la salle. Applaudissements. Alors, souvent, les personnes qui sont gourmandes disent qu'elles aiment bien manger. Alors, manger, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut paraître simple comme ça, anodin, etc. Mais un réflexe. Mais est-ce que c'est si simple que ça? La fonction principale de notre alimentation, c'est de participer à notre équilibre énergétique. Alors ça, c'est, on va dire, la version raisonnée de notre alimentation. Notre alimentation va nous apporter plusieurs choses pour le bon fonctionnement de notre organisme. Vous allez avoir les glucides, les lipides, qui sont un peu les combustibles de notre corps. Vous allez avoir les protéines, qui sont les briques essentielles pour notre corps. Et vous avez aussi les micronutriments,
en particulier les vitamines, qui sont importantes pour les différentes réactions de notre organisme. Et je vous ai parlé d'un équilibre énergétique. Du coup, il y a aussi des dépenses énergétiques. Là, pareil, ces dépenses énergétiques vont être de différentes sortes. Vous allez avoir d'abord le métabolisme basal. Alors ça, ce métabolisme basal, c'est ce qui va nous servir à fonctionner de manière quotidienne, hein, la respiration, le sommeil, la digestion. Vous avez aussi l'activité physique. Alors l'activité physique, c'est très variable. Hein. Si vous faites un jogging, c'est pas la même chose que si vous restez dans votre canapé à scroller sur votre téléphone. Là, et enfin, vous avez aussi la thermorégulation. Effectivement, notre température corporelle, elle est à 37 degrés. Donc il faut toujours maintenir cette température, c'est important pour notre corps. Et du coup, vous allez, s'il fait froid ou s'il fait chaud, dépenser de l'énergie pour maintenir cette température à 37 degrés. Alors, il peut arriver des fois qu'on mange trop et qu'on fasse moins d'activité physique. Alors ça va faire apparaître des pathologies comme l'obésité ou le diabète. Et il y a aussi des fois où c'est l'inverse. On va pas beaucoup manger, on va peut-être se dépenser plus. Et là, on va se retrouver en carence nutritionnelle. Alors, pour nous aider un peu à réguler cet équilibre énergétique, on va avoir une balance dans notre corps qui va faire intervenir un dialogue complexe entre notre cerveau et différents organes périphériques. Alors, on va voir l'estomac, le foie, les intestins, et il y a aussi le tissu adipeux. Vous voyez, c'est là où il y a le gras. Vous voyez, moi, j'ai un bon tissu adipeux. Donc, c'est là où on stocke le gras. Et ces différents tissus, ils vont envoyer des signaux au cerveau pour activer des voies qui sont orexigènes, c'est-à-dire qu'elles vont nous aider à manger, et des voies aussi anorexigènes, où là, on va manger moins. Et ces signaux, il y en a de différentes natures. Vous avez des signaux importants que sont les hormones. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? C'est une molécule qui va être libérée par des cellules, qui vont aller agir sur des cellules cibles et se fixer sur des récepteurs. Alors, ce système hormone-récepteur, c'est un peu comme une clé et une serrure. Vous avez votre clé, qui est l'hormone, vous avez votre serrure, qui est le récepteur, et quand l'hormone se fixe sur ce récepteur, vous allez avoir une activation au niveau de la cellule cible et avoir une réponse physiologique appropriée. Dans le cadre de notre balance énergétique, vous avez plein d'hormones. Alors, je vais vous en citer deux importantes. Vous avez la gréline, qui est libérée par l'estomac et qui va aller agir sur le cerveau, et en particulier dans une région extrêmement importante, qui est l'hypothalamus. Alors, l'hypothalamus, il est à la base du cerveau. Et donc, il va recevoir cette gréline, et cette gréline, elle va avoir pour rôle de stimuler les voies orexigènes, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à manger. À l'inverse, vous avez la leptine. Et la leptine, c'est une hormone qui est libérée par le tissu adipeux de manière proportionnelle à nos réserves énergétiques. Et là encore, la leptine, elle va agir au niveau de l'hypothalamus sur des circuits neuronaux qui, eux, sont anorexigènes. Donc, elle va diminuer notre prise alimentaire, cette leptine. Alors, la petite histoire, c'est que lorsqu'on a découvert la leptine en 1994, on l'a découvert aussi à partir de souris obèses, des petites souris qui étaient obèses, mais qui, au fait, présentaient une mutation du gène de la leptine. Donc, elles ne produisaient pas de leptine. Et donc, elles étaient hyperphagiques, elles étaient obèses. Et quand on a découvert la leptine, on s'est dit, Eureka, on va pouvoir traiter et guérir l'obésité. Et là, patatras, ça n'a absolument pas marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que les personnes qui étaient obèses, elles avaient beaucoup de tissu adipeux. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le tissu adipeux qui produit la leptine de manière proportionnelle. Du coup, chez les personnes obèses, il y a beaucoup de leptine. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le cerveau, et en particulier au niveau de l'hypothalamus, cette leptine, elle est silencieuse. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus agir. On parle de résistance à la leptine. Alors, il n'y a pas que les hormones qui sont utilisées comme signaux par les tissus périphériques. Vous avez aussi d'autres signaux de type nutritionnel, des nutriments. Par exemple, le sucre. Donc, je vous ai dit, le sucre, c'est le carburant pour notre corps.
Il peut arriver des fois que quand on fait beaucoup de sport, on a une longue séance d'activité physique, etc., on va avoir une hypoglycémie. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de notre taux de sucre dans le sang. Et quand ça arrive, on risque de tomber dans les pommes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Bon, moi, j'avoue, je ne force pas trop non plus. Donc, j'évite de tomber dans les pommes. Donc, du coup, on peut tomber dans les pommes. Et pour éviter ça, votre taux de sucre, il va être aussi détecté dans le cerveau, et encore une fois, par l'hypothalamus. Donc, c'est une région très importante. Pareil pour les protéines. Les protéines, c'est essentiel, comme je vous l'ai dit, ce sont les briques de notre corps. Du coup, le taux de protéines, il est aussi surveillé par notre cerveau. Et là encore, par l'hypothalamus. Et donc, on va ajuster notre alimentation en fonction de notre quantité de protéines. En fait, dans les sociétés actuelles, on a une abondance alimentaire. En fait, et ces réseaux neuronaux, ils étaient là pour lutter contre la famine. Et donc, dans cette situation actuelle, avec cette abondance alimentaire, doublée d'une diminution de l'activité physique, il ne faut pas se cacher, on a une explosion de pathologies comme l'obésité. Et d'ailleurs, l'OMS parle d'épidémie actuellement pour l'obésité. Alors, notre alimentation, elle ne va pas seulement subvenir à nos besoins. Par exemple, là, quand vous avez mangé une carotte, quand vous avez pris du chocolat, il n'y a pas grand monde qui en a pris, mais est-ce que c'était pour subvenir à vos besoins? En fait, vous allez avoir d'autres paramètres qui vont agir sur votre comportement alimentaire. Vous allez avoir des paramètres environnementaux, sociaux, psychologiques. Par exemple, quand vous êtes stressé, tout le monde a été stressé, c'est important le stress. Quand on est stressé, il y a des personnes qui vont boulotter, ça c'est mon cas. Il y a des personnes qui s'arrêtent de manger. Il y a d'autres situations aussi. On sait qu'il y a aussi des inégalités alimentaires, donc des raisons, on va dire, sociétales, où certaines personnes n'ont pas accès à l'alimentation comme d'autres. Il y a également on va dire, des paramètres liés à l'image du corps. Par exemple, vous voyez, vous avez une maladie qui s'appelle l'anorexie. Effectivement, les images de corps où les personnes sont maigres, etc., vont influencer le comportement alimentaire de certaines personnes. Vous avez aussi les publicités, les réseaux sociaux, qui vont aussi influencer notre comportement alimentaire. Et vous voyez, tous ces facteurs, ils vont influencer notre comportement alimentaire de façon opposée à la fonction raisonnée de notre alimentation. Parmi les sentiments qu'on ressent, il y en a un qui est important, c'est le plaisir. Tout à l'heure, il y a des personnes qui ont mangé du chocolat parce qu'elles disaient qu'elles étaient gourmandes, parce qu'elles savaient qu'elles allaient éprouver du plaisir en mangeant du chocolat. Et là, le plaisir, c'est pareil. Ça va être géré par notre cerveau. Et effectivement, il a été mis en place dans notre organisme, dans notre cerveau, un circuit qui va nous récompenser de toutes les actions vitales qu'on va accomplir, comme la reproduction, l'alimentation. Et ce circuit s'appelle tout simplement le circuit de la récompense. Et dans ce circuit de la récompense, donc je ne vais pas vous détailler les réseaux neuronaux impliqués, vous avez un neurotransmetteur qui est important, qui est la dopamine. C'est le neurotransmetteur du plaisir. Et effectivement, quand on accomplit une action qui est vitale, on va avoir notre cerveau qui va être submergé de dopamine. Et ça va se manifester par différentes façons. Vous allez avoir les pupilles qui se dilatent. Et pour en revenir à l'alimentation, effectivement, il y a des situations sociales comme ça qui vont nous procurer du plaisir, des aliments qui vont nous procurer du plaisir. Donc, le plaisir de manger, c'est important, c'est normal, c'est neuronal. Parmi les situations, on va dire, psychosociales, je pense au mariage. Moi, pendant les mariages, je rentre à 11h à table, 10h, et je sors à 8h le soir. Et vous voyez, cette situation, ça va modifier notre comportement alimentaire. Et vous avez aussi certains aliments qui ont la capacité de nous procurer beaucoup de plaisir. Et pour en revenir au chocolat, vous voyez la texture du chocolat, le goût, l'odeur du chocolat, ça va nous procurer beaucoup de plaisir. Et du coup, on va en manger et puis on va finir la tablette. Tiens, je vais en prendre un peu. Et donc, effectivement, souvent,
voyez, le plaisir de manger, c'est très individuel, hein. Je suis sûr qu'ici, il y a des personnes qui préfèrent manger des carottes, des courgettes que du chocolat. Bon, moi, je ne vous dis pas ce que j'aime bien manger, hein. Je pense que vous aurez deviné. Donc, vous voyez, donc ça, c'est très individuel. Et on s'aperçoit aussi également que, malheureusement, on aime bien manger des aliments qui sont sucrés, qui sont gras. Vous voyez, on préfère manger des hamburgers, des kebabs, comme sur mon t-shirt, que des carottes. Et du coup, ça va amener à provoquer une maladie encore qui est l'obésité. Et là, c'est une forme d'obésité particulière qu'on appelle l'obésité hédonique. Alors, pour finir et par applaudissement, qui a mangé les carottes? Il n'y a pas grand monde, au fait. Mais qui aime les carottes, alors? Qui aime les carottes? Qui aime le chocolat? Il y a beaucoup de gens qui aiment le chocolat. Alors, vous pensez que manger le chocolat, c'est pas raisonnable. Des fois, on a un peu honte, on se sent un peu jugé. Mais est-ce que c'est si déraisonnable que ça, par rapport à ce que je vous ai dit? Alors, c'est important de manger pour subvenir à nos besoins, mais c'est également important de manger pour le plaisir, pour passer des bons moments avec nos amis, notre famille. C'est important pour le bien-être. C'est pour ça que dans notre cerveau, on a différents réseaux comme ça, qui sont complémentaires, des réseaux neuronaux, des neurones, des circuits, qui vont nous aider, selon les circonstances, à choisir entre la raison et les sentiments. Je vous remercie. T'as entendu? Il faut manger un peu de tout. J'en connais un, il pourrait manger que du chocolat. Pourquoi le chocolat d'ailleurs? Pourquoi t'as envie de chocolat? Mais je sais pas, ça me dépasse. En fait, c'est pas moi qui choisis. C'est autre chose, je sais pas. C'est... Voilà, comme Lourdes l'a dit, c'est les molécules. Les molécules. C'est pas toi, c'est les molécules. C'est quoi ça, les molécules? Les molécules, c'est un groupement d'atomes reliés par des liaisons covalentes. Vous avez compris un truc? En fait, c'est jamais de ta faute. Non. Donc là, tu vas me dire que les molécules, il y en a partout. Oui. Tu vas me dire qu'on peut les voir. Oui. Et on peut parler avec elles. Ouais. Et toi, t'as déjà parlé avec une molécule. Oui. Elle est là, regarde. Bonjour. Alors là, tel que vous me voyez, je suis une molécule biologique, chimique. Et j'ai décidé de m'appeler Desmos. Alors j'ai été découverte il y a une centaine d'années et je suis impliquée dans votre naissance, mais aussi dans toutes les relations que vous établissez entre vous, humains, pas que chez les mammifères en général. Je vous permets d'échanger des sentiments, des émotions. Je peux vous rendre heureux ou triste, donc vivant. Mais pas que. Je suis aussi impliquée dans la survie de l'espèce. Bref, je suis fascinante et je vais vous raconter ma vie de simple molécule qui a fait l'objet de multiples études. Alors vous le savez, tous les êtres vivants sont constitués de milliards de molécules qui interagissent entre elles pour créer la vie. Moi, je suis une molécule produite par le cerveau, par l'hypothalamus plus exactement, et j'agis à travers le sang sur plein d'organes. C'est ce qu'on appelle une hormone. Mais j'agis aussi dans différentes régions du cerveau. Et puis je fais surtout le lien entre le cerveau et les différents organes. Alors comment j'agis? Bien, je suis une clé qui rentre dans des serrures. Et ces serrures vont pouvoir ouvrir les portes de certaines cellules pour actionner ces cellules. Ces serrures, que l'on appelle récepteurs en jargon biologique,
constituent mon binôme. Je ne peux fonctionner qu'avec mes récepteurs. Nous sommes un. Alors, je fus découverte au début du XXe siècle par Sir Henry Dale. Il travaille à ce moment-là sur les hypophyses. Les hypophyses, c'est des petites glandes qu'on a là au niveau du plancher du cerveau et qui font le lien entre l'hypothalamus et le sang. Donc, il prend ces hypophyses, il les broie, et puis ces extraits de broyat, il les injecte chez des chattes gestantes. Et là, il observe des contractions utérines et un accouchement. Alors, quelques années plus tard, 2 autres chercheurs qui utilisent les mêmes types d'hypophyses se rendent compte qu'ils peuvent déclencher l'éjection de lait à partir de la glande mammaire. Alors, ils analysent ces extraits d'hypophyse et trouvent 2 molécules, dont moins. Et du coup, on m'a attribué des fonctions dans les contractions utérines et dans l'allaitement. Donc, toute petite que je suis vitale. Sans moi, l'accouchement est compliqué et vous, les mères, ne pouvez pas allaiter. Alors, c'est là la question. Quel est mon nom ? Moi, je n'aime pas mon nom, alors je ne vais pas en parler. Quel est mon âge ? Mais j'existe depuis la nuit des temps. Je suis présente chez les mammifères, chez les oiseaux, mais aussi, j'ai un ancêtre chez les fourmis. Et puis, j'ai l'honneur d'avoir été la première molécule à avoir été synthétisée dans un laboratoire par un Français de surcroît qui s'appelle Vincent Duvigneau et qui a obtenu le prix Nobel de chimie. Moi, on ne m'a rien donné. Mais j'ai quand même été la star. Et puis, je suis partie dans l'oubli. Sauf que l'industrie pharmaceutique s'est quand même intéressée de près à moi parce que je pouvais aider les femmes à accoucher. Et puis, si on bloquait mon activité, j'empêche les contractions qui arrivent trop tôt. Et il y a eu un regain d'intérêt pour moi grâce, vraiment par hasard, à 2 chercheurs américains. C'était dans les années 70. Donc, il y a 2 zoologues américains qui commencent à s'intéresser à des petits rongeurs sauvages, là, que l'on trouve soit dans les prairies, soit dans les montagnes. On les appelle les campagnols des prairies ou les campagnols des montagnes. Et Lowell Gates, en 1972, décide de planter sa tente dans un champ, à côté de son laboratoire. Et puis, il observe ces campagnols des prairies. Et il se rend compte qu'ils forment des couples monogames, stables, qu'ils vivent ensemble, conjointement, dans la même tanière, et surtout qu'ils élèvent ensemble leurs petits. Alors, il en parle à sa collègue Sue Carter. Puis, elle est étonnée par ce comportement, parce qu'elle travaille sur des hamsters de laboratoire et n'a jamais observé ce type de comportement. Donc, ils vont prendre les petits campagnols des prairies qu'ils mettent dans des cages de laboratoire. Ils observent exactement le même type de comportement. Donc, ça les surprend, d'autant que les campagnols des montagnes, qui vivent certes dans des contrées beaucoup plus difficiles, n'ont pas du tout ce type de comportement. Les mâles sont solitaires, ils sont volages et de pieds de parents. Ils se moquent de leurs petits. Alors pourquoi une différence de comportement entre finalement des animaux de la même espèce ? Thomas Insel, quelques années plus tard, qui me soupçonnait déjà de jouer un petit rôle là-dedans, décide de m'injecter dans le cerveau des campagnols de montagne. Et là, bingo, je suis la molécule magique qui transforme des campagnols de montagne en campagnols de prairie. Mais quand même, quelle est la différence entre ces 2 types de campagnols ? Eh bien, la quantité de mes récepteurs est beaucoup plus faible chez les campagnols des montagnes, donc je peux moins agir. D'accord, mais alors pourquoi il y a une différence des quantités de récepteurs ? Eh bien, il y a une mutation génétique chez les campagnols des montagnes qui fait que mes récepteurs sont produits à moindre quantité. Mais cette mutation a été sélectionnée parce que je présente un avantage sélectif pour les campagnols de montagne. En effet, la vie est tellement dure en montagne qu'il est préférable d'avoir plein de partenaires et de produire plus de descendants pour qu'une partie survive. Et ça, c'est un exemple parfait de la théorie de Darwin. Les mutations ont lieu par hasard, puis une mutation est sélectionnée parce qu'elle va présenter un avantage sélectif. C'est-à-dire que les individus vont être plus robustes et puis ils vont mieux se reproduire et produire plus de descendants.
Elon Musk a très bien compris cette théorie et il a fait plein de petits Musk partout, comme ça. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça soit un avantage sélectif pour l'humanité. On en parlera une autre fois. Alors, mais il y a une question encore plus croustillante. Est-ce que la fidélité chez les hommes peut être liée à mes récepteurs ? Eh bien, imaginez-vous que des Suédois ont pris cette question très au sérieux. Et ils ont étudié 550 hommes. Et ils ont pu mettre en évidence une corrélation entre la quantité de mes récepteurs là, dans le cerveau et la fidélité déclarée. Donc il semblerait que, au plus les hommes sont infidèles, au moins il y a de mes récepteurs. Et bien sûr, l'opposé. Et encore mieux, ils ont établi une corrélation entre la perception, on va dire, des problèmes du couple et la quantité de mes récepteurs. Bon, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup à creuser encore. Et si vous pensez que je vais résoudre vos problèmes de couple et tout le reste, non. Ça, c'est fini. Cela étant, il y a eu quand même plus de 30 000 publications qui mettent en avant le rôle que je joue dans l'attachement des êtres vivants. Alors, ces études sur les campagnols ont continué, bien sûr. Puis, il y a eu d'autres études qui ont été faites sur plein de mammifères pour comprendre comment et quand j'agis. Et surtout, si je pouvais être un remède à certaines maladies ou alors améliorer le bien-être et le bonheur de tous, pourquoi pas. Alors, je vais vous présenter quelques situations dans lesquelles je joue un rôle comme ça dans l'attachement. Vous êtes dans un parc ou dans un supermarché avec votre enfant qui a 2-3 ans. Puis vous rencontrez une copine, donc vous commencez à discuter. Pendant ce temps, l'enfant s'éloigne. Puis soudain, bien, vous ne voyez plus votre enfant. Alors vous stressez, vous paniquez, vous l'appelez. Votre enfant, lui, ne vous voit plus non plus. Donc il va pleurer, il va émettre des cris. Eh bien, cette situation qui est universelle et banale, on peut la recréer dans un laboratoire. Prenez une souris, prenez son souriceau, vous l'isolez. Il ne voit plus sa mère. Il émet des cris d'appel, normal. Eh bien, les cris d'appel de son souriceau, et uniquement de son souriceau, vont permettre à la mère de retrouver son petit, parce que ces cris d'appel vont activer une région spécifique du cerveau chez la maman et déclencher ce comportement maternel. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs ? Ils ont dit, on va inactiver les récepteurs dans la région du cerveau de la maman et voir ce qui se passe. Alors à ce moment-là, la maman, le souriceau, elle s'en fout un petit peu. Elle ne va plus aller chercher sa progéniture. Alors, de manière intéressante et complémentaire, je suis aussi responsable des cris du souriceau isolé de sa maman. Et pareil, si les chercheurs bloquent mes récepteurs chez le souriceau, eh bien, une fois qu'il est isolé, il n'appelle plus sa maman. Alors, vous allez peut-être aussi, de temps en temps, regarder des films animaliers. Et si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire parce que, franchement, ils sont de très bonne qualité. Le comportement des animaux est très bien observé et filmé. Alors, peut-être que vous avez vu des reportages sur les empereurs manchots. Vous savez, ils vivent sur la banquise, en terre d'Adélie, donc des contrées extrêmement froides. Eh bien, malgré le froid, de toute façon, les petits naissent l'hiver. Et ce sont les mâles, souvent, qui couvent les œufs. Et comme il fait très froid, ils sont regroupés. Il y a des milliers d'individus qui sont regroupés comme ça. Et puis, les œufs éclosent et les mères doivent retrouver leurs petits. Eh bien, chaque mère reconnaît le cri de son oisillon et peut le retrouver ainsi parmi des milliers d'oisillons qui crient. Alors, comment ça marche? Quel est le comportement? Qu'est-ce qui a induit une mère à reconnaître son petit? Bien, je suis quand même la bonne candidate pour ça. Pourquoi? Parce que je joue un rôle dans le chant des oiseaux, mais aussi dans la reconnaissance du chant des autres oiseaux. Alors, certes, il reste à le démontrer. Mais parmi vous, là, les jeunes, peut-être que vous aurez le temps de le démontrer. Ça, c'est quelque chose quand même qui reste à faire. Alors, la question qui se pose, est-ce que chez les humains, je joue un rôle aussi dans cette relation entre parents et enfants?
Alors on m'a administré chez des jeunes pères qui avaient des enfants comme ça, des bébés de 5 mois à peu près, quelque chose comme ça. Et puis, ils ont vu qu'une fois administré, je changeais le comportement de ces papas qui devenaient plus attentifs, plus attentionnés pour leur bébé. Ils échangeaient plus de regards, ils leur parlaient plus, ils leur prodiguaient plus de caresses. Mais de manière intéressante, j'étais produite en beaucoup plus grande quantité chez les bébés dont les pères étaient traités. Et donc, je changeais aussi le comportement de ces bébés qui, eux, regardaient plus leur papa. Et puis gazouillaient plus. Et puis, ça avait plus d'expression faciale. Donc, finalement, je suis capable de renforcer les liens mutuels entre un père et son bébé. Mais je joue un rôle même dès la naissance. Ça a été montré à Marseille. Je vous ai dit que je joue un rôle chez la mère pour l'accouchement, l'allaitement. Mais chez le bébé aussi, je joue un rôle dans la tétée. Il faut que le bébé ait envie de téter, soit intéressé pour téter. Fasse, bref, une démarche active qu'on ne réalise pas souvent. Eh bien voilà, je joue ce rôle-là. Alors on va parler maintenant aussi des liens entre un animal et un humain, par exemple, 2 espèces différentes. Alors tout le monde, en tout cas ceux qui ont eu, ou qui ont toujours d'ailleurs, un chien, connaissent cette relation unique entre le chien et son maître. C'est une relation d'amitié très forte, d'amour, bref, on a du mal à la qualifier. Bien, 2 chercheurs japonais ont eu l'idée de regarder, suite à des échanges de regards intenses, les yeux dans les yeux, entre un maître et son chien, comment j'étais produite. J'augmentais ma production chez le chien et chez le maître. Alors, il n'y a pas que les échanges de regards qui font ça. Des séparations, ou des caresses produites par le maître, ou des mots doux. Et l'amour. Est-ce que je joue un rôle dans l'amour ? Bien oui, dans les relations amoureuses. Les relations amoureuses, c'est d'abord des échanges de regards. Et puis des mots doux, ça, on en a eu plein. Et puis des caresses. Et puis je joue aussi un rôle dans l'acte sexuel, car je permets d'augmenter le plaisir. Donc finalement, un peu dans la reproduction quand même. Alors, est-ce que la relation amoureuse n'est que de la chimie ? Si c'était ça, franchement, il y aurait encore beaucoup d'études à faire. Alors, est-ce que je suis là simplement pour créer des émotions, des sentiments ? Mais non, j'existe depuis des milliers d'années. Parce que j'ai un rôle important dans l'attachement et que cet attachement, il est vital. Et ça, vous les humains, vous l'oubliez. Alors, vous prenez une meute de loup, par exemple. Donc, la louve va allaiter son bébé. Je suis là. Et puis, je suis aussi chez le bébé, puisqu'il va téter sa maman. Et puis, les bébés grandissent, et il va y avoir des interactions entre frères et sœurs. Et je suis là. Puis après, il va y avoir des interactions avec les autres membres de la meute. Je suis là. Et cette cohésion sociale, elle est très, très forte dans une meute de loups. Elle est très forte, et il y a aussi une hiérarchie qui va s'établir. Et cette hiérarchie, elle est nécessaire. Par exemple, pour chasser. S'ils veulent ramener une proie, il faut qu'ils soient organisés. Donc, il faut établir une hiérarchie. Puis, une fois la proie obtenue, tout le monde va se nourrir. C'est le festin. Et je suis encore là. Et puis finalement, un loup adulte, une louve vont se rencontrer, s'accoupler, et je suis encore là. Alors, vous avez peut-être deviné finalement qui je suis. On va en parler. Est-ce que je suis la seule à agir ainsi ? Mais non. Je suis en haut de l'affiche parce que je suis la plus connue, la plus médiatisée. Mais il y a des dizaines, voire des centaines encore inconnues de molécules qui peuvent jouer ce rôle-là. Mais moi, mon nom, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on va faire une charade. Alors, mon premier constitue mon squelette. Les lycéens, ils étaient meilleurs que vous, ça je vous le dis. Mon deuxième sert à couper le bois.
Mon troisième, c'est l'opposé du tard. Mon quatrième, finalement, c'est mon deuxième. Et mon dernier, c'est le savoir-faire de tout marin. Je suis l'ocytocine. Alors pourquoi j'aime pas ce nom? Parce qu'il vient du grec qui veut dire ocytokos, et surtout qui veut dire accouchement rapide. Alors certes, on m'a découverte comme ça, mais je suis beaucoup plus que ça. Je remplis plein de fonctions. Mais la fonction que je trouve la plus importante et intéressante, c'est l'attachement. Et en grec, ça se dit desmos. Donc, à bientôt. Et puis, quand vous vous embrasserez, pensez à moi. Tu vois, elle est toute perturbée, ta molécule. En même temps, je la comprends. Elle veut s'appeler Desmos et tout le monde l'appelle ocytocine. Moi aussi, je serais chamboulée. Mais tant que ça, c'est comme si toi, au lieu de t'appeler Raison, on t'appelle Poisson. Poisson? C'est quoi ça, poisson? Non, j'aime pas. Poisson. Arrête C'est mignonne. Non, j'aime pas. Moi, c'est raison. C'est juste un mot. Mais les mots, on sait jamais ce que ça peut faire. On sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens. Attends. Mon corps. Ah, mon petit. Viens. Mon voisin s'est fait agresser là dans la rue, à 2 pas de chez moi. Ça m'a rappelé mon agression. C'était il y a 10 ans déjà. J'ai tout noté dans ce carnet-là. « 12 mars 2015. Tout va très vite. En un éclair, tout bascule. Et en même temps, le temps est comme suspendu à ce couteau. Immobile, figé, incapable de bouger, les yeux pleins d'effroi, mon sac est arraché, je suis incapable de le tendre, les yeux gris verts de mon agresseur, un tic nerveux du sourcil. Ces détails banals qui restent gravés à jamais en moi. Pas de visage, j'ai oublié. Juste une odeur de mouillé. Ouais, il pleuvait ce jour-là, je m'en rappelle. Et puis ce couteau sous la gorge, obligé de donner mon sac, avec mes papiers, mon téléphone, mon argent, ma carte bleue, mon chéquier, mes clés de voiture, les clés de chez moi, et même le petit mot gentil que ma fille m'avait glissé en douce pour me faire une surprise. Je suis dépossédée, paralysée de peur, peur de mourir là, bêtement, sur un trottoir, peur de mourir pour quelques euros, tuée par des yeux gris verts. Pas le temps de dire au revoir, pas le temps de me confesser, pas le temps d'être en paix avec moi-même, pas le temps de faire le deuil de tous ces espoirs, de tous ces projets, pas le temps d'ouvrir mon cœur à l'inconnu, au grand mystère. Même pas le temps de dire adieu à ce monde qui m'a tant blessée et tant donné. J'avais oublié tous ces détails, ça fait tant d'années. Continuons. 6 juin 2017. Réveille-toi, c'est fini. Fini la peur, les yeux gris verts, le sourcil, le froid de la lame sur mon cou. Et pourtant moi, j'y suis encore. Chaque regard un peu gris, chaque éclat de lumière comme une lame, chaque froncement de sourcil. Et cette rue, plus jamais je ne repasserai par là. Mais elles se ressemblent toutes. Le rappel est constant. Et à chaque fois, cet effroi qui me saisit, cette paralysie, mon cœur qui s'arrête de battre. Je sais, ça fait 2 ans. Je me le suis répété. Mon entourage me l'a répété. Ah, ça oui,
Au début, tout le monde était compatissant, attentif, attentionné. Mais maintenant, plus personne ne comprend. Cette peur qui persiste, mon repli sur moi, ma fuite de tout contact social, même au travail. Je commence à me faire mal voir. On me regarde bizarrement. Je sais, c'est fini, et pourtant c'est tellement là. Personne ne peut comprendre sans avoir vécu ça. 10 juin 2017. À l'hôpital, ils appellent ça le stress post-traumatique. Un mot si long pour un instant si court. Ah ça oui, je me rappelle, le souvenir s'était vraiment inscrit en moi. Mes amygdales, pas celles de la gorge, là celles dans le cerveau, là à l'intérieur, ne cessent de s'activer pour me faire ressentir de la peur. Et à côté, l'hippocampe, à l'époque, j'ai même imprimé un schéma. Regardez, l'hippocampe qui enregistre le contexte de tout ce qui m'arrive n'arrête pas de redéclencher l'amygdale au moindre petit indice. Regarde, c'est les mêmes yeux. Tu vois le couteau? L'hiver. Tu sens le froid sur ta gorge comme le couteau? La pluie. Chaque averse, chaque orage me terrifie comme le couteau. Les souvenirs reviennent en masse et c'est sans arrêt comme ça. Et le cortex préfrontal, là devant, censé m'aider à rationaliser, à contrôler mes émotions, à réaliser que là, je ne risque rien. Je suis chez moi, tranquille. Du moins, ça devrait. Et pourtant, les images repassent inlassablement. Je suis terrassée de l'intérieur par un ennemi invisible qu'ils appellent la mémoire traumatique. Encore un long mot. Voyons la suite. 3 octobre 2017. J'ai peur de m'endormir pour faire encore ce cauchemar. J'ai peur des jours qui me plongent dans mon impuissance. Je m'isole. Je suis seule. Et leurs antidépresseurs, leurs anxiolytiques, leurs somnifères n'y font rien. J'étais abrutie et paralysée. J'ai fini par tout arrêter. Alors mon psychiatre m'a proposé de suivre une psychothérapie. Génial, je suis folle maintenant. Avant, je m'amusais, j'aimais sortir, je dansais. Bon, rien à perdre à essayer. 10 octobre 2017. Il s'agit d'une thérapie d'exposition. Je dois repenser à ce qui m'est arrivé en même temps que je fais des saccades oculaires. Ça paraît simple. Ça s'appelle le MDR. Ça ne veut pas dire extrêmement mort de rire, non. Ça veut dire désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. J'ai été voir sur Internet, ça a guéri plein de gens. Je devrais avoir de l'espoir et en même temps revivre encore ce cauchemar. De toute façon, il ne me reste que ça. J'y vais quand même. 21 octobre 2017. Au début, tout va bien. On m'accueille dans un endroit chaleureux. Une femme, douce. Elle m'explique la méthode. Je dois dire mon problème et expliquer s'il m'est déjà arrivé d'avoir peur comme ça avant. On refait toute mon histoire. Oui, c'est vrai. Une fois, papa s'est énervé tellement fort que j'ai eu peur. Je ne pouvais plus lui répondre, j'étais terrorisée. Ma mère n'était pas là, il a retenu son bras au dernier moment. Mais ce souvenir, je n'ai jamais pu l'oublier. Tout ça fait mal. Puis, il faut que je raconte l'agression. Et là, c'est la paralysie. Je le savais. Incapable de parler. Elle me rassure, mais je ne suis plus là. Je suis avec les yeux gris-verts. La pluie tombe dans le cabinet. Je ne sais pas combien de temps passe. Elle me tient la main délicatement. Je redescends progressivement. Il faut que je trouve un lieu sûr, un lieu où je me sens en sécurité. N'importe lequel, me dit-elle, même imaginaire. Et je n'ai plus d'imagination. Je me souviens qu'avant, j'aimais la montagne majestueuse au printemps, avec toute la vie qui revenait. Je lui dis, j'essaie d'aider. Mais mon cœur est sec. Les fleurs, les oiseaux, la nature ne me font plus rien. Les yeux gris-verts sont là, tapis dans mon cœur comme un cancer qui me ronge. Elle me dit qu'on va faire des stimulations alternées avec les yeux, d'abord sur ce lieu, et plus tard on fera pareil en pensant aux souvenirs traumatiques. Là, c'est trop douloureux.
Je n'y retourne plus. Je me rappelle, tout mon entourage a été déçu. D'ailleurs, j'ai écrit en gros, plutôt ne pas vivre que de mourir encore. Je me souviens, c'était tellement douloureux. Étrange de relire ça aujourd'hui. 4 novembre 2017. Mon psychiatre me regarde compatissant, mais je sens que j'arrive au bout de ses propositions thérapeutiques. Il me repropose un nouvel anxiolytique. Je décline, je suis désespérée. 4 décembre 2017. Un mois plus tard, recroquevillée sur mon canapé, je reçois un appel de mon psychiatre. C'est vrai que j'allais plus trop au rendez-vous. J'hésite à répondre, puis finalement je décroche, pleine de mauvaise conscience. Aucun reproche. Il me dit juste qu'il y a un nouvel espoir pour moi, une nouvelle thérapie. Ça s'appelle la thérapie mosaïque. Je suis surprise. Je demande ce que c'est et en même temps, si je dois encore parler de ce qui m'est arrivé, hors de question. Il me rassure aussitôt. C'est une thérapie qui a été mise au point par une chercheuse d'ICNRS qui travaillait avec le MDR et qui a constaté que certains patients ne supportent pas de reparler de leurs souvenirs traumatiques et de s'y confronter. Ça, c'est sûr. Son truc, c'est d'utiliser les stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire des saccades oculaires, mais aussi des tapotements, un coup à droite, un coup à gauche, ou juste d'entendre des sons, alternativement à droite ou à gauche. Mais elle fait tout l'inverse de l'EMDR. Elle ne s'intéresse pas aux problèmes, mais aux solutions. Sa thérapie mosaïque veut dire mouvement oculaire et stimulation alternée pour l'intégration cérébrale. Ça, j'aurais bien aimé que mon cerveau intègre à l'époque, mais je ne voyais pas du tout comment. Il paraît que c'est basé sur une vision solutionniste et que ça se passe dans le corps. Et rajoute mon médecin, je n'aurai pas à reparler de mon agression. Touché. Il s'agit de vivre dans mon corps les solutions dont j'ai besoin par rapport à ce qui m'est arrivé. On utilise les fameuses stimulations alternées pour que le cerveau intègre le changement. 7 janvier 2018, j'arrive au rendez-vous. Jusque-là, ça ressemble à la dernière fois. Le lieu est accueillant, Madame Kalfa, c'est la psy, me présente son plus beau sourire, mais je me méfie. Elle me réexplique que je n'ai pas besoin de raconter mon histoire de vie, ni le détail de ce qui m'est arrivé, et que nous allons travailler ensemble à me faire vivre dans mon corps les sensations dont j'ai besoin, qui sont la solution à mon problème. Bizarre. Elle me parle des soins alternés qui vont accompagner ce travail afin que les changements cérébraux se fassent et soient définitifs. Je ne sais pas bien comment ça peut marcher, mais je suis d'accord pour essayer. Après pas mal de questions où j'explique sans raconter que depuis cette agression, je ne peux pratiquement plus sortir dans la rue, que je fais des cauchemars, que je n'ai plus goût à rien et que j'y repense tout le temps, elle m'explique que c'est moi qui vais provoquer le changement et qu'elle va me guider sur ce chemin. Est-ce que j'ai confiance dans la thérapie pour améliorer mon état ? Est-ce qu'il y a un avantage à garder ma peur ? Oui. Ma peur, elle me protège, car je ne sors pas. Pas de nouvelle agression. Mais je veux vraiment que ça change. Elle vérifie avec moi que je sais sortir dans des situations sans danger, c'est-à-dire que je sais discerner les situations à risque et celles qui ne le sont pas. Et que si un jour je ressors, ce sera à la seule condition d'avoir vérifié que je ne prends pas de risques inconsidérés. C'est sûr, c'est logique ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais du discernement, mais tellement peur. La thérapie, me dit-elle, n'efface pas les souvenirs, mais elle permet de ne plus en souffrir, puisque les souvenirs appartiennent au passé et pas au présent. C'est ce qui se passe avec la majorité de nos souvenirs. J'admets que je n'ai plus peur de Madame Martin. C'était ma maîtresse de CP. À l'époque, elle me terrorisait. Mais maintenant, j'ai du recul sur la situation et je suis une grande fille.
J'ai noté la phrase de la psy. Aujourd'hui, personne n'est en train de vous faire du mal. Vous êtes en sécurité et pourtant intérieurement, vous ne l'êtes pas. C'est ça. Elle me demande ensuite qu'est-ce que ça me fait quand les souvenirs me reviennent. Ça me paralyse. Elle me demande alors ce que je souhaiterais vivre à la place dans mon corps. Je lui réponds que je voudrais être forte, capable de bouger. Elle m'aide alors à sortir la force dans mon corps, la solidité, le mouvement. C'est d'abord dans mon ventre, ça bouge, de la chaleur circule ensuite dans tout le corps. Mes muscles sont solides, je me sens très droite. Elle m'ajoute ensuite les sons pendant que je sens tout ça. Et là, je sens la force grandir en moi. C'est comme une chaleur dans ma poitrine. Ma respiration est fluide. Je me sens concentrée et très droite. Après plusieurs minutes à vivre cela par séquence, je me sens vraiment bien. C'est à ce moment-là que ma psy me demande de continuer de sentir ces belles sensations tout en regardant la situation d'agression sans m'y plonger. De nouveau, les sons sont de la partie. Et là, je me sens étrangement détachée, solide. L'événement me paraît lointain maintenant. Incroyable, ça faisait déjà 2 ans. Les couleurs sont estompées. Je n'ose y croire. Je dois ensuite sentir encore avec les sons ces sensations de force. Puis là, ma psy me dit que l'on va vérifier si le travail est fini. Alors là, finir en une séance, je n'y croyais pas du tout. Elle me demande alors de me replonger dans l'agression que j'ai vécue. Et là, encore une fois, je n'arrive plus à y entrer. Mon corps reste calme, mes membres sont solides. Je vois la scène de loin, mais ça ne me paraît plus important. Quel soulagement. Je demande si ça va rester comme ça. Elle me répond que maintenant, les réseaux neuronaux de la mémoire traumatique ont pu intégrer les nouvelles informations. C'est-à-dire que je suis en sécurité, que je suis solide et forte. Ma mémoire s'est reconsolidée avec l'intégration des connaissances du présent. « 23 janvier 2018, je suis sortie avec Christa, j'ai dansé. 25 janvier 2018, 17e jour sans cauchemar. Je crois que j'ai plus peur. Je ne l'ai pas noté, mais au travail, je me souviens que tout le monde était surpris de me revoir au repas, aux pauses café, et avec le sourire en plus. 12 février 2018. Mon cerveau a complètement switché. Je mesure à quel point l'insécurité m'a paralysée, à quel point ce que je vivais n'était pas normal. 2 années, parce que mon cerveau s'était bloqué en mode hyperprotection. C'est fou, hein ? J'avais beau savoir que j'étais plus en danger, ma raison ne faisait pas le poids face à mes sentiments de peur. J'ai écrit « Merci mes psys, merci la neuroscience, merci cette thérapie. Je repars confiante et solide. Je n'ai rien oublié, mais j'ai retrouvé ma vie. » 8 avril 2018. Résilience. Dix ans après, je vais bien. Ma vie a repris normalement. Je me sens en sécurité, mais je suis prudente. Mon voisin, tout à l'heure, avait l'air dévasté. Il a eu peur de mourir. Il faut que je lui parle de mon expérience. Il faut que je lui parle de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris. Il faut que je lui dise qu'il y a toujours un espoir de s'en sortir.
Et alors, Madame Yesetou, tu vois que la raison n'a pas toujours le dernier mot. Il faut savoir écouter. M'écouter. Écouter ses sentiments et les comprendre. Ça va. Je suis toujours là pour prendre soin de nous et toi, tu veux toujours nous mettre en danger. Pas du tout. Lui, il n'est pas juste un cerveau, c'est un corps entier. Les sentiments sont tous les sens qui sont en éveil. Quand on te murmure à l'oreille. Oh, quand on goûte un bon chocolat. Ah oui, j'en ai entendu parler. Comme quand on t'offre un beau bouquet de roses qui sont super bons et que tu te piques avec les épines. Je peux tout vous dire sur les choses qui vous entourent. Du satin à la soie, du bois au métal. Vous me connaissez. Vous me sentez. Je suis votre sens du toucher. Je peux vous dire à quel point quelque chose est dur, mou, rugueux ou lisse, collant ou glissant, humide ou sec. Je peux aussi vous dire si vous touchez un solide, un liquide, ou même une poudre, y compris sa granulosité ou sa finesse. Je suis votre sens du toucher et je vous permets de prendre des objets et de les manipuler. Vous pouvez facilement saisir des objets de grande ou de petite taille grâce à moi. Prendre une aiguille et y enfiler un fil. Ramasser un clou, ou même tirer un cheveu. Je peux faire toutes ces choses pour vous, et bien plus encore. Je peux vous parler de vos interactions avec d'autres personnes, à quel point une caresse ou un baiser était doux. Je vous aide à communiquer et à créer des liens avec les autres. Non, je rêve. Vous l'entendez, elle? Elle secoue toute seule. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, moi aussi, je suis le sens du toucher. Je suis le sens du toucher affectif et je suis tout aussi importante. Je peux vous dire, si une caresse, c'était agréable, c'était doux, c'était plaisant. C'est moi qui donne l'accès aux émotions. Alors nous serions deux. Moi, on m'appelle toucher discriminatif. Je suis la conscience du toucher. La façon dont vous identifiez instantanément la surface que vous touchez. Je ne suis pas utile. Je suis très utile. Si je comprends bien, tu essaies de me dire qu'il me manquerait le côté affectif, le côté humain du toucher. Je manquerais de sens? Oui, c'est ça. Elle a compris. C'est elle qui donne les caractéristiques de base de toucher. Et c'est moi qui les complète. C'est moi qui colore tes interactions tactiles. Et bien sûr, celles avec d'autres personnes. Mais comment on peut être deux? Tu vas me dire, ben tiens, tu es discriminatif.
Explique-nous comment tu fonctionnes. Oui, d'accord. Faisons ça. Ok. Alors, moi, j'encode les forces et les vibrations tactiles. Tu fais quoi? J'encode. Ça veut dire que je transforme les forces et les vibrations tactiles en un message électrique compréhensible par votre cerveau. Et je vous dis précisément quand le toucher a commencé et quand il s'arrête. Votre peau possède peut-être 1 million de récepteurs de mon type. On les appelle des mécanorécepteurs. Lorsque l'un de mes récepteurs est activé, le signal est envoyé à environ 50 mètres par seconde jusqu'au cerveau. C'est rapide. Il ne faut que quelques dizaines de millisecondes pour que l'information atteigne votre cerveau. J'ai différents types de récepteurs qui encodent les différentes manières dont on est touché et qui sont répartis sur toute la peau. Mes récepteurs sont plus denses au niveau des mains, mais on les retrouve sur l'ensemble du corps et leur type et densité varient à travers les régions du corps. Lorsque vous prenez un verre mouillé, je peux vous aider à l'attraper avec précaution et à le saisir. Et je vous informe constamment des micro-glissements pour que vous puissiez continuer à le tenir suffisamment fort pour qu'il ne glisse pas, mais pour que vous ne le cassiez pas non plus. Tiens, j'ai une idée pour te montrer. Donne-moi ta patte. Allez, viens. Hop. Bon, je vais souffler dessus. On ne demande à eux plutôt. Ok. Alors, vous allez souffler sur votre main. Soufflez sur votre main. Voilà. Soufflez. Voilà. Lorsque vous soufflez sur votre main, la légère brise active un type de récepteur appelé corpuscule de Pacini, ainsi que les récepteurs de vos poils, qui sont très sensibles aux très petites vibrations de la peau et aux déviations des poils. Mais c'est aussi moi qui vous dis si ce que vous touchez est agréable. Je suis celle qui vous dit si ce que vous touchez est doux ou lisse. Bon, c'est toi qui dis peut-être si c'est lisse ou doux, mais c'est pas toi qui dis si c'est agréable. Après, c'est le cerveau qui interprète ces signaux. Et c'est moi qui encode les mouvements doux sur la peau. Ouais, je comprends toujours pas la différence. Bon, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Donc moi, mes récepteurs s'appellent les fibres C tactiles. Et plus ce sont activés, plus c'est agréable. Mes signaux sont du pur plaisir. Il parvient un petit peu plus tard au cerveau à vers 1 mètre par seconde, mais ce ne sont pas comme les tiens qui sont plus rapides que l'éclair. Mais je viens compléter ton signal. Et si je suis caressée peau à peau, c'est encore mieux. Si je suis caressée lentement ou vite, je ne réponds pas aussi bien lorsqu'on me caresse avec une vitesse modérée. Ma vitesse est parfaite. Si on me caresse à environ 3 cm par seconde, je deviens folle. J'envoie beaucoup de signaux. Si c'est à la température de la peau, c'est encore mieux. Par contre, si on me caresse avec une main trop chaude, trop froide, ma réponse diminue. J'envoie moins de signaux. Donc, à vitesse modérée, à la température de la peau, c'est ça que je préfère. Ok, donc, attends. Si je résume, moi, grâce à mes différents récepteurs, mes fibres envoient des signaux au cerveau selon les caractéristiques physiques de ce qui est touché. Alors que toi, tes fibres, elles envoient des messages au cerveau selon l'aspect plaisant de ce qui est touché, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand cette plume touche ton bras, voilà, tu encodes des signaux comme la force, les vibrations, et après la matière aussi. Et en fait,
mes signaux viennent après pour confirmer que c'était super agréable. Waouh. Donc finalement, moi j'envoie juste des infos, dénuées d'émotions, mais ce n'est que grâce à toi si mes signaux ont du sens. C'est toi qui crée les émotions du toucher. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Moi, parfois, j'envoie exactement le même signal, mais je suis pourtant sûre que les émotions que je suscite sont différentes. Tu vois ta balle, toute belle. Tu adores quand elle caresse ton bras à vitesse moyenne. Mais si je te dis qu'avant de venir, ta balle, je l'ai frottée partout par terre dans les rues de Marseille, je suis pas sûre que tu l'apprécies toujours autant. Toi qui es le toucher affectif, est-ce que du coup, tu enverras moins de signal quand tu apprendras la nouvelle ? Moi, pas vraiment, non. J'enverrai toujours le même signal, un signal fort. Mais après, le serveur l'interprète un peu différemment. Donc, moi, j'envoie des signaux sur les touchés doux, à vitesse modérée, à la température de la peau. Eh bien, ce sont les touchés potentiellement plaisants. Et après, le cerveau intègre tout ça selon le contexte pour donner des émotions. Donc, si n'empêche que si le toucher plaisant existe, c'est grâce à moi. Ok, je vois. Et après, le cerveau décide de conserver ou non l'aspect plaisant du toucher que tu lui communiques. Oui. Donc en fait, les touchés plaisants sont par contre toujours ceux pour lesquels tu as envoyé beaucoup de signaux, les touchés à vitesse moyenne et à la température de la peau. C'est ça ? Oui, c'est bien ça, ce qu'ont montré les scientifiques qui m'étudient. Donc, j'envoie plus de signaux pour les touchés jugés les plus plaisants par les personnes. Alors, comment ça marche pour les touchés plaisants qui ne correspondent pas à ça ? Bon, mais comment ça ? Moi, parfois, selon les personnes, j'envoie des signaux vraiment très différents de ce que tu décris, mais aussi très différents selon les personnes. Pourtant, ils adorent. Oh, mais non, ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Mais si, je t'assure, sur un avant-bras hier, le signal que j'ai envoyé correspondait à une matière vraiment rêche, presque râpeuse, presque comme une langue de chat, mais froide. Pourtant, pour mon humain, c'était vraiment plaisant. C'était son amoureuse qui rentrait d'un concert. Les bouts de ses doigts sont tout rugueux et elle avait joué de la guitare en extérieur. Donc ils étaient froids. Elle a touché le bras de mon humain, il a perçu le froid et la rugosité, mais c'était pourtant une sensation plaisante pour lui, connue, réconfortante. D'après ce que tu me dis, ton signal ne devait pas être très important à ce moment-là, n'est-ce pas ? Ouais, mais ok. Peut-être que parfois, le toucher est plaisant, mais je ne suis pas très impliquée. Mais alors c'est moi, cette fois, qui a envoyé le signal qui, au final, a été perçu comme plaisant par le cerveau. En fait, c'est juste le cerveau qui décide si le toucher est plaisant ou non. Et donc, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment utile, toi ? Tu sers à quoi avec ton toucher lent, là ? Oh, mais non, ça va, oui. Oh, peut-être que je n'ai pas étudié. En fait, on est toujours en train de m'étudier. Moi, j'envoie un signal sur les caractéristiques, comme encore une vitesse modérée à la température de la peau. Eh bien, ce sont les caractéristiques qu'on trouve les plus souvent lors des interactions entre êtres humains ou entre humains et animaux de compagnie d'ailleurs. Donc moi, je projette dans une région dans le cerveau qui est bien impliquée dans les traitements des émotions. L'hypothèse du toucher affectif, c'est que, voilà, quand c'est plaisant, ouais, ça renforce les liens tactiles entre humains. Donc, bon, si je ne suis pas indispensable, ni même l'unique acteur, il semble que je sois bien impliquée dans le toucher affectif. Oui, d'accord, je vois. Mais on peut quand même dire qu'on est toutes les deux importantes dans le toucher affectif. Oh, si tu veux, mais plus spécifiquement comme moi quand même. Ok. Ça me va comme compromis.
Nous sommes toutes les deux votre sens du toucher. Et nous sommes toutes les deux importantes. Oh là là. Pip, 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 pip. Oh là là là. Oh là. Oh. Alors. Je pense que si on l'avait tiré à 3 cm par seconde, il aurait pu ressusciter. Peut-être, peut-être. Alors. Paf. Non. Morte, morte. Bon, de toute façon, après une overdose. Tu vois, je t'avais dit que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas toujours bon. Mais ça se trouve, il avait compris 25 courgettes par heure. Mais non. Alors, de toute façon, elle était déjà verte. C'est vrai. Donc, laisse-la. Oui. Mort pour mort. Ah. Allô? Ouais? Ouais, allô? Allô? Oui, oui. Vous êtes qui? Ma voix, c'est le professeur Charon. Ouais, alors, au sujet de ton âme, là, je me disais, pour la réincarnation, on fait comment? Pardon. Quelle réincarnation? Je suis morte. Mais non, là, tu es en attente. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête. Mais non, tu es en attente. Bon, alors, la réincarnation. Mais en attente de quoi? Tu sais, ce qui t'est arrivé, quoi, tu vois. Du coup, tu vois, toi, tu vas me dire la mort, tout ça, mais en vrai, c'est pas ça, ça veut rien dire. Du coup, la réincarnation. Ah non, 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 non. Non, 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 moi, je ne me réincarne pas. Non, 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 non. La dernière fois, trop intense, trop de sentiments. Non, non, je reste là. Je reste là. Je veux pas renaître. Voilà. Attends. Oh. Vivante, tu me dis je veux pas mourir. Morte, tu me dis je veux pas vivre. Oh, tu sais pas où tu as mal, toi. C'est quoi le problème avec recommencer à vivre? Bah, c'est quoi le problème? Eh ben, c'est trop intense, c'est trop puissant, les sentiments. Moi, j'y retourne pas. Je te le dis, j'y retourne pas. Putain, tu me casses les couilles, hein, en vrai. Oh, t'es vénère ou quoi? Vas-y, dis-moi. C'est quoi qui t'a mis dans cet état? Ah, je suis vénère. Je suis morte. Donc, forcément, je suis vénère. Je suis énervée, tu vois, et en même temps, je me dis d'être énervée, ben, je me sens exister un petit peu là. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas voir. Ça, je suis sûre que ça va recommencer. Encore les sentiments, tout va revenir. Et peut-être, d'ailleurs, c'est ça que je suis morte, non? Mais c'est ça. Je suis morte à cause de ça. J'étais trop romantique. C'est ça. Un cœur plein, dans un monde vide. Et mon cœur, ouais. Bouleversé, déchiré par un autre cœur. Voilà, comment on appelle ça? Le syndrome de Takotsubo. Et c'est quoi ça, Takotsubo? Eh ben, c'est le syndrome des cœurs brisés. Voilà, tu as... Le sushi, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'est sushi? Non, en fait, c'est ton ventricule gauche qui se contracte, qui fait comme un vase, qui empêche ton cœur de battre, quoi. Et du coup, ben, pow, une émotion intense, pow, une rupture,
pow, c'est la crise cardiaque, tu vois. Et ben si ça se trouve, c'est de ça dont je suis morte. Tu vois? Alors, repartir sur le bateau de la vie, me taper toutes les tempêtes, ça, non, c'est fini, je n'y redescends plus. La vérité, tu te poses trop de questions. Tu sais quoi, je vais te passer quelqu'un, lui, il adore se poser des questions, hein. Ok. Oh, putain. Oui? Oui? Allô? Allô? Oui, allô? Qui êtes-vous? Je dois vraiment me présenter. Emmanuel Kant, ça ne vous dit rien? Oh, si, oui. J'ai lu vos livres à la fac, hein, oui, je me souviens, oui. La raison domine les sentiments, la moralité ne doit pas entrer en compte avec la sensibilité. C'est ça, hein, Quentin? Ouais, c'est ça. La loi morale. Oh, la loi morale. À mon avis, Emmanuel, au fin fond de la Prusse orientale, les sentiments, t'as pas dû trop en avoir, tu vois. Mais explique ça à mon cœur, explique ça à mon cerveau, ok? Austère, il est austère. C'est ça, t'es austère. Hein? Voilà, austère. Non. En Et même puis temps... d'abord, moi j'ai inventé un truc. Oh oui, je me souviens. Oui, le prof d'histoire de philo nous l'avait dit. T'as inventé le porte-jartel. Oui, c'est bien moi. Mais je tiens à préciser que ce n'est pas le porte-jartel, mais le porte-jarretière. C'est pour les hommes et c'est très agréable. Du coup, c'est quoi vraiment ton problème avec les sentiments? Ah bah, ça recommence. C'est quoi le problème? Eh ben, tu imagines, voilà, le matin, je me réveille, j'aime. Le soir, je me couche, je déteste. Tu vois, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Je n'en veux plus. Ok? Je n'en veux plus. Voilà. Plus d'ocytocine, Tu vas me plus dire que rien. c'est trop irrationnel, peut-être? Oui, c'est ça. C'est irrationnel. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, du coup, on arrête tout, Manu. On arrête tout. Ah, les sentiments. Tu n'as qu'à prendre de la distance par rapport aux choses. Oh, ben voilà. Évidemment, vous les femmes, à coup de sentiments, vous finissez toute hystérie. Moi, je te propose 4 principes, si tu le veux bien. Premier principe, que ta parole soit impeccable. Deuxième principe, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle comme en ce moment. Troisième principe, un peu qui va te sortir, ne fais pas de suppositions. Surtout sur les jarretières. Quatrième principe, fais toujours de ton mieux. Non mais attends, je rêve. Mais c'est les 4 principes Toltec. Non mais c'est du plagiat, Manu. N'importe quoi. Mais quelle idée d'aller piquer les idées aux Mexicains aussi. Non, moi ton truc de morale là, d'espèce d'éthique aztèque là, j'en veux pas là. Quoique, la rigidité, la rationalité, le devoir, la rectitude, ça doit te plaire, hein, l'austère. Eh ben moi non. Écoute, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à lire ça. Putain. Oh non, ça recommence. Je suis obligée. C'est critique de la raison pure quand même. Alors, au pif, de toute façon, je comprends rien. La sensibilité est donc la condition sous laquelle seuls les objets peuvent être donnés à nous, mais cette condition ne suffit pas. Tu m'étonnes. Il faut encore que ces objets soient pensés par l'entendement. Et il faut que les facultés humaines concourent ensemble et que l'objet d'expérience puisse être donné et reconnu comme tel. La morale doit être indépendante de toute motivation sensible, tu vois? Voilà. Et de tout intérêt empirique. Donc de toute émotion, passion, affect. Elle est rigoureusement inconditionnée. La joie. Celle-ci s'annonce de la manière suivante. Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps valoir comme principe d'une morale universelle. Mais il est complètement malade, ce mec. Dans la suspension de tout motif sensible, la raison, en toute liberté, se résout au devoir d'observer la loi morale. Blablabla, blablabla. J'aurais dû appeler Balèze Pascal, moi, je te jure. Non, mais il est tordu, tu es tordu, en fait. Voilà. Bon, c'est bon, j'appelle Charon.
Niette, je redescends pas avec un cancien. Ouais, allô? Oui, bon, je voudrais bien. Tu t'es décidé ok. ou quoi? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais alors, est-ce que ça serait possible d'avoir un truc un peu cool? Un peu plus Tu quoi? vois, ben non, mais un truc un peu plat, là, un peu morne, un peu banal. Ah, ouais, tu vois? ouais, j'ai ça. Schlick. Hein? Schlick. C'est quoi ça? Elle a 3 124 790e fourmi ouvrière en Guyane. Ah là, c'est la vie banale assurée. Ça te va? Non, ça me va pas. Non, ça me va pas. Non. Quand je te dis cool, tranquille, tu vois, je te dis par exemple, tu vois Bayrou, voilà. Ben Bayrou, voilà. Bayrou en femme et sans Lego. Ou alors, tu vois, marié pendant 60 ans avec un golden, la vie cool, fade, plate, le truc tranquille, tu vois. Et un kangou aussi, non? Ah non, ouais, bon allez, ok, un kangou, allez, un kangou. Ouais, mais attends, ma grande, ça marche pas comme ça. C'est quoi ton problème avec les sentiments? Mais le problème avec mes sentiments, je te l'ai déjà dit, c'est que ça change tout le temps. C'est pas possible. Je peux pas gérer, je peux pas contrôler. Ok? Donc tu me trouves une solution. Voilà. Moi, je ne veux plus ça. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Ok? Si je me refile encore la même raison que la dernière fois, ça va dégénérer, ça va péter. J'aurai jamais assez de temps pour refaire de la philo. Non, ouais, non, mais moi, je vais j'en pas peux te ruiner le cerveau. Si, tu vas me ruiner le cerveau. Moi, je veux un truc plat, tu vois. Je veux pas de sentiments, pas d'émotions, pas d'ocytocine, voilà. T'enlèves l'ocytocine, direct. Allez hop, ok? Pas de rapport avec le monde extérieur. Pas de rapport avec moi-même. L'encéphaloplat. Allez, 2-3 décharges neuronales, histoire de réactiver un peu. Mais rien d'autre, ok? Rien d'autre, tu vois? Comme si j'avais fait, je sais pas moi, une EMI, tu vois. Quoi? Ben, une expérience de mort imminente, tu vois. Quoique, non, enlève le EMI. Enlève le EMI parce que je vais me retaper tout le film de mes émotions et de toute ma vie. Ça va être la vague d'Okusai, je vais m'en prendre plein la gueule. Non, pas le EMI, pas le EMI. Reste comme ça. Ouais, je vois ton problème. Bon, la vérité, c'est que tu comprends pas. Et tu dois être un peu fadolé. Mais bon, j'ai quelqu'un pour toi. Barouk! Attends, je suis en game. Barouk! Mais dis-lui que je finis ma game d'abord. Non, tu finis par ta game, tu viens direct, là. Je te coupe le wifi, hein. Bon. Ouais, vas-y. Alors, tu finis par ta game, tu viens voir. La gamine, là, elle est en train de craquer. Hein, elle s'appelle Valérie, elle est perdue, elle est au fond du trou, elle est un peu fadole. Ok, tu lui expliques tes trucs, là, tu sais. Oui. Bon. Bonjour Valérie. Je suis Barouk Spinoza. Charon m'a dit que tu avais des questions. Oui, bonjour Barouk. Alors, c'est un peu compliqué là. Je veux bien me réincarner, mais tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Soit je subis mes sentiments, soit je dois faire comme l'autre psychorigide austère là de Prusse orientale, et je dois tout ignorer. Je m'en sors pas en fait. Mais tu ne t'es jamais dit que juste tu ne les comprenais pas tes sentiments? Regarde, tu sais pêcher? Pécho? Pêcher. Ah. Et si je t'emmène en pleine mer pour Oui. pêcher, tu ne saurais pas le faire? Non. Eh bien, les sentiments, c'est pareil. Ça s'apprend. Attends, je t'envoie un livre. Tu me rappelles quand t'as fini. Et moi, du temps, j'essaie de faire un top 1. Ouais, bon courage, bonne game. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça recommence. Spinoza, l'éthique. Version marseillaise, traduction Jules. Essayons. L'amour et l'affection que nous éprouvons en nous réjouissant de l'existence d'une chose. Ah, ça y est, ça parle d'amour. Il est une émotion dont la cause nous est extérieure. Et l'amour n'est pas toujours souffrance. Voilà, exactement. Il peut être joyeux et puissant s'il naît de la raison par une connaissance claire et distincte des causes, des choses. Il faut nous apprendre à distinguer nos désirs et amours qui naissent de la tristesse et ceux qui naissent de la joie. Voilà. Philosopher pour apprendre à réaliser nos désirs nés de la joie et pour augmenter notre puissance d'exister au lieu de la diminuer par la tristesse. Et surtout, ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Oh yes. Oh yes.
Ça y est, je crois que j'ai compris en fait. Si j'étais malheureuse, c'est parce que j'ignorais mes sentiments. Ou bien, comme l'autre, austère, j'essayais de les contrôler. Mais en fait, je ne peux pas choisir qui aimer ou détester. En revanche, je peux choisir d'agir en fonction de ces émotions et de préférer un désir de la joie plutôt qu'un désir de la tristesse. Oh, c'est ça. Du coup, maintenant, je redescends et je vais aimer. Je vais arrêter d'haïr, sinon je vais me reprendre encore une crise cardiaque. C'est super. Ce que je fais, c'est que quand je descends, le premier que je chope, je lui donne un baiser. Comme ça, ça ouvre mes chakras. À moins qu'il ait une kangou. Allô? Allô, allô? Professeur? Oui, m'a gâté. Oui, je veux bien. Alors, j'allais redescendre. Donc. Alors, attends. Je suis content. C'est quoi? Je suis sympa. Je te laisse le choix. Tu es prêt? Oui, vas-y. Alors, dis-moi quoi? Je voudrais. Stop. With your feet on the air and your head on the ground. Try to strip and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you ask yourself, where's my mind? Where's my mind? Where is my mind? Where's my mind? Where's my mind? Way out in the water, see it swimming. I was swimming in the Caribbean. Animals were hiding behind the rock. Except the little fish, but they told me it's West, trying to talk to me, coy, coy. Where's my mind? Where's my mind? Where is my mind? Where's my mind? Where's my mind? Way out in the water, see it swimming. With your feet on the air and your head on the ground. Try to strip and spin it, yeah. Ah, Valérie, pile à temps pour les questions. On va rappeler tous les orateurs à monter sur scène et vous allez pouvoir poser vos questions dans la salle et sur le live. Merci. Donc Valérie, professeure des universités et des lycées. Stéphanie Calpa, chercheuse au CRPN. Rochelle Arclay et Sophia Fares, chercheuses au CRPN.
Françoise Muscatelli, chercheuse à l'INMED, et Lourdes Mounien, chercheur au C2VN. Bonsoir à tous. Merci du coup de votre présence. On va pouvoir passer à la session de questions. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos intervenants. Et puis sur le live, on vous suit encore. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions qui viennent au fur et à mesure, on pourra essayer de les poser au maximum. Alors, je vais peut-être lancer, ça vous décoincera, avec une question du coup d'Internet. Une question pour Françoise. Alors, ça a suscité pas mal de questions sur le live. La première, alors, est-ce qu'il est possible de faire un filtre d'amour avec l'ocytocine ? Bon, honnêtement, j'en sais rien et je ne vais pas me lancer dans ce type de recherche, mais voilà, si vous vous intéressez à la question, soyez libre de le faire. Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. En tout cas, en ce qui me concerne. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que ça vous donne des envies ? Oui, très bien. Oui, moi, c'était pour la personne qui a parlé du stress post-traumatique. Dans la thérapie mosaïque, la première question, c'est est-ce qu'il y en a de partout ? Parce que quand on habite la ville, c'est une chose, mais quand on habite la campagne, c'est des fois très difficile de trouver des thérapeutes. La deuxième question est plus théorique. C'est quelle est la part de la mécanique, les sons qui bougent d'une oreille à l'autre, etc., et la part du regard sur cette personne qui a été traumatisée, mais souvent polytraumatisée, parce qu'un premier traumatisme se rajoute souvent d'autres traumatismes, notamment la police, la justice, etc., quand il y a vraiment un gros souci. Et quelle est la part donc de ça et du regard qu'on peut porter à une personne en ayant la foi comme quoi elle a des ressorts qui lui permettent de vivre et de revivre. Voilà, je vous remercie. Merci. En fait, c'est vraiment l'idée dans la thérapie mosaïque, c'est justement qu'on regarde les patients avec la connaissance. C'est même pas de la foi, en fait. C'est dans notre cerveau, tout est déjà présent, en fait. Tout est codé. On a toutes les ressources nécessaires. Et c'est vraiment mettre l'attention et le regard sur cet endroit-là pour faire vivre à la personne ses forces, ses solutions, tout ce qu'elle a en elle. Et les sons vont permettre, ou les sons ou autres stimulations alternées vont permettre vraiment d'amplifier les réseaux neuronaux qui correspondent et de faire les liens avec les réseaux traumatiques. Mais il est fondamental que nous ayons, en tant que thérapeutes, ce regard justement sur les capacités, les ressources et les forces de la personne qu'on a en face de nous. Donc la part, elle est fondamentale. Et en ce qui concerne l'application, il y a tout un annuaire sur le site thérapiemosaïque.com de gens qui sont formés, mais il y a des gens qui font aussi en visio. Donc même si on est en fin fond de la campagne, on peut aussi faire de la thérapie parce qu'on peut le faire en visio. Ah, parfait. Je suis là. Alors, c'est deux méthodes qui sont assez différentes, parce qu'on va vraiment travailler avec la thérapie mosaïque sur le corps, mais on va aussi être amené à faire, comme on peut faire dans les TCC, des recadrages. On va aussi s'intéresser aux croyances. On ne va pas faire que le corps. Il peut y avoir des choses qui vont bloquer la personne dans sa façon de concevoir le monde ou de concevoir la guérison.
On l'a vu dans l'exemple, c'était la peur aussi. Si j'ai plus peur, je vais ressortir, je me remets en danger. Donc tout ça, on doit en parler pour que ce soit OK pour aller faire le travail. Et après, l'essentiel du travail va se faire dans le corps, ce qui n'est pas le cas des thérapies cognitives et comportementales. On va peut-être alterner avec une autre question du chat. Et dans le chat, il y a eu la question, est-ce qu'un câlin active les fibres C tactiles, les fibres Donc oui, est-ce que les fibres C tactiles sont activées avec la pression? Donc un câlin qui ne bouge pas énormément. Bon, je pense que oui, nous faisons des enregistrements des fibres comme ça. Et oui, quand on appuie sur la peau, juste la pression, ils sont stimulés. Donc oui, je trouve que oui, les câlins aussi activent ces types de récepteurs. Bonsoir. Merci. Moi, j'avais une question concernant l'ocytocine encore. Si j'ai bien compris, on n'est pas tous égaux par rapport à cette production. Ah, je ne vous voyais pas. Voilà. Merci. Et donc, on n'est pas pareil, enfin, on n'est pas tous égaux par rapport à la production d'ocytocine, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce qui va influencer? Quels sont les facteurs qui interviennent dans cette production? Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique en termes de production d'ocytocine, donc de conditions environnementales, et c'est très rapide. Et la production et l'expression des récepteurs est aussi extrêmement dynamique. Alors, effectivement, avec des stress de la petite enfance, post-traumatique, la maltraitance, des mères qui ne s'occupent pas de leur bébé, on peut créer une déficience en termes d'ocytocine, voire de récepteurs, ça a été montré chez des souris en l'occurrence, qui va perdurer à l'âge adulte et qui va peut-être entraîner des comportements de personnes adultes qui sont extrêmement stressées, angoissées, voire violentes. Mais la résilience d'abord est là, et puis les choses peuvent s'inverser. Donc il y a toujours une certaine plasticité qui va permettre effectivement de faire en sorte que l'ocytocine soit produite en quantité normale. Mais je ne vais pas dire qu'il y a une quantité normale ou anormale d'ocytocine qui est produite. Il y a des variations au cours de l'existence, au cours des moments. C'est pareil pour les récepteurs. Et puis après, effectivement, il y a des individus, pour un certain nombre de raisons pathologiques ou autres, qui font qu'ils vont en produire beaucoup moins et de manière continue. Merci. C'est juste une curiosité pour Valérie Dufayet. Je me demande si vous avez fait du théâtre. Et si oui, est-ce que ça vous aurait aidé dans votre rôle de prof? Alors, j'ai fait du cabaret quand j'étais jeune. J'en garde un souvenir traumatique. Je vais contacter l'association Mosaïque. Et j'étais tellement traumatisée que du coup, ça a déterminé ma carrière puisque je suis en scène et j'ai 35 comédiens en face de moi qui jouent aussi. Donc puis c'est la vie. Moi, je suis super heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, ça a dû se sentir un petit peu, quoi. C'est tout. Voilà. Alors, du coup, Ah, pardon. Qui a parlé? C'est moi, pardon. Désolé, allez-y. Non, allez-y. Non, allez-y. Ok, d'accord, merci. Merci pour la présentation. J'aurais une question par rapport au toucher affectif et discriminatif. Vous avez dit que les deux travaillaient ensemble. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un dysfonctionnement chez l'un ou l'autre? Et voilà. Oui, donc en fait, il y a des rares cas où il y a des dysfonctions des deux systèmes en fait. Et c'est vrai que pour le toucher discriminatif, c'est grave parce que les gens sont plus rien. Donc, quand c'est difficile à interagir avec le monde en fait, et sans vision. Bon, il ne peut pas faire de grand-chose. Donc ça, c'est grave pour le toucher discriminatif. Pour le toucher affectif, comme j'ai dit, ce n'est pas indispensable. Il y a des gens qui manquent pas mal de ces fibres
Et ça va, la vie est normale, mais quand même, je pense que le toucher pour eux, c'est moins plaisant. Donc, c'est important, mais ouais, c'est peut-être moins grave. Merci beaucoup. Alors juste, malheureusement, on n'a pas toute la soirée pour pouvoir discuter ensemble, donc on va devoir bientôt se quitter. J'ai juste une dernière question pour Lourdes et une pour Valérie. Par contre, vous inquiétez pas, si vous avez des questions auxquelles vous voulez absolument avoir les réponses, vous pouvez en fait les envoyer à l'adresse mail qui est ici. Et puis les chercheurs qui sont présents sur scène prendront le temps d'y répondre et puis de vous envoyer vos réponses. Du coup, Lourdes, j'ai une question qui vient du chat et qui demande s'il est possible d'utiliser soit la leptine, soit la gréline pour traiter des troubles du comportement alimentaire. Alors, je l'ai un peu précisé pendant ma présentation. Effectivement, la leptine, comme je vous ai dit, quand on parle d'obésité, on a effectivement essayé de traiter avec de la leptine et ça ne marche pas. Alors, on peut traiter avec de la leptine chez des patients qui ont une mutation du gène qui code la leptine. En fait, chez ces personnes, donc il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'obésité, c'est une maladie qui est polygénique, il y a à peu près 200 gènes impliqués. Donc, voilà, il n'y a pas que la leptine. Mais en revanche, voilà, il y a les quelques cas de personnes qui ont des mutations de la leptine, on peut injecter la leptine et guérir ces patients. Donc, il y a des personnes qui sont traitées avec la leptine. Alors, la gréline en injection, à ma connaissance, il ne me semble pas de traitement avec la gréline. Alors, la gréline, elle nous aide à manger, au fait. Hein. Elle va stimuler effectivement le comportement alimentaire. Et à ma connaissance, il n'y a pas de traitement à base de gréline. Et je vous dis, il n'y a que la leptine pour certains patients. Hein. Donc, vraiment un nombre très limité de patients qui sont traités avec de la leptine. Okay. On va prendre une autre question du chat pour Valérie. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de rapprocher la philosophie et les sciences ? On parlait de toucher discriminatif. Discriminer, c'est examiner. La philo et les sciences ont toujours été ensemble. On les a séparés à partir du 19e. Mais je suis très heureuse que ça revienne. Voilà, il y a un dialogue essentiel. Je crois qu'on se pose fondamentalement les mêmes questions. Cette soirée le montre. Raison et sentiment, on est tous liés dans ces problématiques avec chacun de nos spécificités. Et puis voilà, que ce soit le sport, la médecine, l'histoire, on est engagé corps et esprit et on se retrouve partout et la philo sera partout là où on l'invite, bien sûr. Mais merci à vous d'être sur scène avec nous, d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir posé toutes les questions. Donc on doit malheureusement terminer la session questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a en plus. Avant juste de partir, j'aimerais rappeler sur scène Gabrielle Gallon, qui est l'ancienne directrice des opérations de l'Institut, et aussi Sylvie Thirion, qui est la directrice scientifique de l'événement, et qui ont un petit mot à vous dire. Ok, merci Elodie. Qu'est-ce qu'on voulait dire ? On voulait remercier, hein, c'est essentiel. Peut-être les orateurs déjà, hein, pour grand bravo, grand merci. Toutes nos félicitations pour le travail accompli, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de temps investi, de répétition, de stress et le plaisir ce soir voilà, d'être avec vous tous. Donc merci à tous. Élodie, Laurence, merci de nous avoir suivis dans la préparation depuis ces longs mois, d'avoir géré les questions également ce soir, toutes les deux chercheuses à Neuromarseille. Victor, il est où Victor ? Postdoctorant, espagnol. Au cas où vous n'ayez pas compris d'où venait cet accent exotique. Bravo d'avoir préparé cette présentation en plus de travaux de recherche. Et en français. Et Lyrine, chargée de communication stagiaire l'an passé, devenue en quelques petits mois en charge de la communication de l'Institut jusqu'à ce soir. Elle nous quitte pour parcourir les routes du monde
Applaudissons-la. Elle peut être fière de son parcours. Je vais appeler aussi Anne-Marie, chercheuse oratrice lors des premières Neurostories, qui depuis guide nos speakers tout au long de l'écriture pour les aider dans la vulgarisation, dont les conseils toujours bienveillants et avisés sont appréciés. Et également merci donc à Ingrid, à Christelle, Caroline, qui peut venir également. Christelle également, je l'ai pas, peut-être elle est restée, elle est coincée là. Donc voilà, arrivée récemment mais déjà très impliquée pour Caroline. Merci pour votre investissement. Je pense qu'il va falloir faire deux rangs. Comme au foot. Et il n'y a pas que des chercheuses qui donnent de leur temps, que ce soit pour l'écriture ou la logistique. Merci à Sandrine, responsable de com du CRPN, qui est malade, qui peut-être nous regarde depuis son lit. Et Catherine, notre super acheteuse. Elle est où? Elle est où, Catherine? Elle est là-bas. Allez, tu viens jusqu'ici. Qui d'habitude passe les commandes pour les laboratoires, mais qui ce soir, pour cette soirée, c'est beaucoup plus amusé à acheter les accessoires. Merci à nos étudiants de l'association des neuronautes qui viennent toujours, et ça nous fait plaisir, nous aider. Ce sont tous des L3, des masters en neurosciences, donc voilà. Des futurs chercheurs peut-être. Merci à Fanny qui a repris le poste de directrice depuis 1 mois. Et à Antoine, successeur de Lyrine, depuis 15 jours. Et tous les deux déjà très investis pour vous donner le meilleur. Bravo à Estelle. En alternance à Neuro-Marseille. Voilà, on les a exploités tous dès leur arrivée. Et puis, il y a peut-être l'élément le plus important de toute cette belle histoire, le plus important de l'équipe. Sans qui ces stand-up seraient de simples conférences. Celui qui, en plus de son boulot d'ingénieur en informatique, passe des heures et des heures à faire répéter, à coacher nos orateurs. Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Olivier Chabrol. Non, mais tu vas pas t'en tirer comme ça, tu vas montrer ta tête. Parce qu'il a un peu honte dans son... Voilà. Bravo et merci Olivier. Bonne fin de soirée et n'oubliez pas d'écouter votre Je vais te raison. prendre la parole en fait, Gabriel. On a pas En fait, fini, merci. tout ça, ça n'existerait pas sans 2 personnes qui consacrent un temps un peu déraisonnable. Elles vous ont accueilli ce soir avec un verre de vin. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Gabriel Gagnon et Sylvie Thirion. Plus fort! Voilà, vous pouvez repartir et surtout écoutez votre raison autant que vos sentiments. Bonne soirée et merci Bonne soirée. encore. Rendez-vous l'année prochaine.